Eh bien bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette conférence aujourd'hui sur la thématique des sorcières, de la spiritualité et de l'écoféminisme. Je vais commencer par me présenter moi. Je m'appelle Solène Ducréto et je fais partie du collectif Les Engraineuses. C'est nous qui organisons cette rencontre aujourd'hui. Et Les Engraineuses, c'est donc une organisation qui promeut le mouvement de l'écoféminisme en France. On a notamment organisé l'année dernière le premier festival écoféministe qui s'appelle Après la pluie et dont la prochaine édition aura lieu le 26 septembre prochain. Voilà, je vais laisser les intervenants se présenter. Bon, elle me regarde. Bonjour, je m'appelle Odile Chabriac. Alors, après, je vais avoir du mal à me présenter. On va dire que je suis une femme en colère, en fait. Hein, et ça a donné quelque chose comme une sorcière à l'arrivée, mais en tout cas, j'aime être celle qui dit « le roi est nu ». Voilà, on en reparlera. Bonjour, moi c'est Aurélie, je suis énergéticienne et tarologue. C'est la première fois que je m'exprime en public, donc veuillez excuser mon tremblement de ma voix, mes bafouillements et toutes les gaffes que je vais faire tout le long de cette heure qu'on va passer ensemble. Alors peut-être une petite question avant qu'on commence. Est-ce que on pourrait savoir dans la salle qui a déjà entendu parler de l'écoféminisme et qui est déjà un petit peu calé dessus pour savoir à quel point on développe la thématique ou pas? Ok, ça fait une moitié, on va dire, quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être réintroduire pour ceux qui connaissent pas encore très bien le sujet. L'écoféminisme, en fait, c'est un mouvement qui a connu son essor dans les années 70-80, surtout dans les pays anglo-saxons. Et ce sont principalement des femmes qui se sont mobilisées pour militer contre le nucléaire et pour prôner la fin de la guerre au Vietnam, notamment. Et il se trouve que le mouvement n'a pas énormément pris en France à ce moment-là. Par contre, c'est une petite Française qui a théorisé ce que c'est le mouvement de l'écoféminisme. C'est Françoise d'Aubonne qui a écrit plein de choses là-dessus. Et dans le mouvement de l'écoféminisme qui est en train de sortir de son terreau que maintenant en France, on se rend compte qu'il y a deux grandes branches majeures. Il y a une branche qui est dite matérialiste, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, surtout pour l'écoféminisme, mais bon, bref, et qui regroupe plutôt les actions de terrain pratico-pratiques de l'écoféminisme, c'est-à-dire la question des droits des femmes face au changement climatique, toutes les actions des ONG de terrain qui trouvent des solutions pour émanciper les femmes au travers de projets écologiques, la transition agricole, alimentaire, tout ça. Et la branche plutôt spirituelle de l'écoféminisme. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Du coup, première question, vous vous dites sorcière, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi vos pouvoirs magiques? Alors, en fait, je pense que déjà, ce que tu as présenté, ça donne exactement l'idée de ça. C'est-à-dire, pour moi, mon pouvoir magique, en tout cas, c'est la capacité à me reconnecter à mon propre pouvoir intérieur, ce qui fait qu'il va me donner la capacité de diriger ce pouvoir vers quelque part. Et c'est pour ça, moi, déjà, j'arrive pas, je suis toujours celle qui n'arrive pas à comprendre les questions. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la branche politique, activiste, j'ai envie de dire, et moi qui m'intéresse beaucoup, j'ai été dans des mouvements citoyens, je m'intéresse vraiment comment on peut incarner politiquement une transformation, un changement, et de l'autre côté la spiritualité. Et quand Starhawk écrit Révél obscur, le sous-titre c'est quand même magie et politique. Donc moi déjà entre les deux j'arrive pas, mais donc mon pouvoir magique, puisque c'est la question, c'est à la fois d'être capable de faire réseau. Moi, les autres m'intéressent tellement que voilà, et ça donne du poids dans la balance.
Et c'est d'être... il y avait quelqu'un qui avait écrit dans Kaizen que j'étais une défricheuse de joie de vivre. Et voilà, moi ce qui m'intéresse c'est la joie. Donc je veux faire, je souhaite faire réseau, je souhaite une transformation, un changement dans la vie de la cité, etc. par la joie, parce que pour moi la joie c'est vraiment la valeur spirituelle qui m'intéresse le plus, la plus élevée. On m'entend, oui. Alors moi, en fait je me suis toujours sentie sorcière, vraiment depuis que je suis gamine. J'étais la weirdo qui se balade dans les cimetières à 8 ans et qui essaye de parler aux elfes et aux fantômes. Comme pouvoir magique, en fait je pense que moi ça serait celui de l'alchimie, de l'alchimiste, alors aussi bien de traiter, j'adore tout ce qui est le travail des plantes, donc de faire des baumes, des tisanes, des huiles et tout ça, mais aussi plutôt généralement pareil en fait un peu d'apporter la joie, d'aider les autres à se sentir en confiance, à se sentir mieux. Je pense que c'est un peu mon don, enfin ma capacité que je fais à travers soit mes lectures de tarot, qui ne sont pas là pour faire du prédictif, mais vraiment pour aider la personne à sentir quels sont ses points forts et ses points de blocage, que dans les soins énergétiques qui aident à aller vers le mieux-être de la personne. Ok, et comment est-ce que... parce que là, on se rend compte qu'il y a une espèce de regain d'intérêt sur la figure de la sorcière, qui est en train de se moderniser, entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait peut-être refaire un petit historique de cet héritage des sorcières qu'on a acquis et qui est en train de ressurgir aujourd'hui? Alors, la première chose, moi, quand on m'interroge là-dessus, et c'est vraiment, je trouve ça fondamental, et vraiment je pousse la voile dans le même sens que Mona Chollet là-dessus, les femmes qui ont été appelées des sorcières, on les a appelées a posteriori. C'est-à-dire que tout le folklore que nous, on va mettre derrière, c'est-à-dire c'était des guérisseuses, c'était des femmes sages-femmes, c'était des avorteuses, c'était peut-être ou peut-être pas. En tout cas, c'était des femmes et qui ont été tuées par dizaines de milliers, centaines de milliers, parce qu'elles étaient des femmes, point final. Ça, c'est l'historique. Après, comme on leur a mis comme étiquette le mot sorcière pour justifier de cette condamnation à mort, après, des mouvements politiques se sont emparés de cet archétype, et ça a commencé dans les années 60, c'était les streghe en Italie, aux États-Unis, effectivement. Voilà, qui tout d'un coup ont utilisé, on les a tués en tant que femmes sous le nom de sorcières, ben ok, nous on va s'identifier ce mot-là, on va se l'approprier pour à la fois honorer leur mémoire, et pour moi ça fait vraiment partie de mon chemin, de mon travail, et aussi pour dire tout ce qui fait peur dans la femme et qu'on a projeté sur cet archétype de la sorcière, on va se l'approprier et on va venir mettre le bazar. La sorcière, c'est celle qui dérange, la sorcière, c'est celle qui dit non, qui bouscule l'ordre établi d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et aujourd'hui, ça revient, alors ça c'est miraculeux, enfin pour moi, ça l'est en tout cas, ça revient sur le devant de la scène, mais toujours dans un archétype. Et pareil pour clore cette perspective historique, ma croyance à moi, c'est qu'on a brûlé les sorcières à une époque qui correspondait historiquement, sur une durée d'1 siècle et demi, 2 siècles, mais à la mise en place du capitalisme. Et moi, ma croyance est que la sorcière réapparaît parce que le capitalisme est en tout cas contesté sur ses fondamentaux, et qu'il y a de la place pour ces femmes ou ces hommes, on en reparlera du genre, qui dérangent et qui disent mais en fait nous on n'est pas d'accord avec l'histoire que vous nous racontez, quoi. Est-ce que je fais juste une petite précision? En fait, quand on parle de l'histoire des sorcières, on a tendance à oublier, en fait, la chasse aux sorcières, malheureusement, n'est pas du tout terminée. Il faut savoir que chaque année, il y a des milliers de morts, et surtout des femmes et des enfants qui sont tués pour prétexte de sorcellerie. Il y a même dans certains pays, c'est autorisé par la loi, l'exécution de personnes qui pratiquent la sorcellerie. C'est toujours des exécutions qui sont atroces, vous imaginez, elles sont toujours brûlées vives, lapidées.
Et il ne faut pas croire que c'est que en Inde ou au Kinshasa ou dans certains autres pays. Dans l'Europe ou aux États-Unis, il y a toujours bien sûr des féminicides et certains féminicides où l'homme tue des femmes voilà, sous prétexte qu'elles sont des sorcières. Donc, voilà, pensez à toutes ces femmes et enfants tués pour sorcellerie toujours de nos jours. Est-ce que on pourrait aussi détailler peut-être un peu quels sont les liens du coup entre la figure de la sorcière et l'écoféminisme? Pour moi, alors déjà je ne suis pas experte en écoféminisme, hein, excusez-moi si je fais des erreurs. Le lien que je vois, pour moi l'écoféminisme c'est des femmes qui luttent pour la sauvegarde de leur terre. Et il y a ce lien en fait très pragmatique à la terre, dans le sens où en fait les femmes qui luttent pour la sauvegarde de leur terre, elles ne le font pas sous couvert de discours politiques ou scientifiques, c'est juste en fait du pur bon sens. Elles se sont rendues compte, elles ont vu par observation, mais par aussi instinct et un savoir viscéral, que la sauvegarde de leur terre était nécessaire à leur propre survie et à la survie de leurs enfants. Et ce lien, les sorcières, elles ont aussi un lien très fort à la terre. C'est leur foyer, c'est leur garde-manger, c'est leur pharmacie. Donc un lien très terre à terre en fait de la lutte contre le capitalisme et le patriarcat, c'est en fait notre survie, qu'on soit sorcière ou écoféministe. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le lien entre sorcière et écoféminisme. Moi, ma croyance, c'est que l'arrivée de la Renaissance et d'un monde de progrès, je mets bien sûr des guillemets à progrès, nous a déconnectés de beaucoup d'éléments en nous, de la relation avec notre corps. C'était une des premières choses, avec une mise sous tutelle de la sexualité, entre autres la sexualité des femmes, mais j'ai envie de dire la sexualité de tout le monde est quand même était à un niveau assez misérable. Bon. Ça nous a déconnectés de notre lien avec la nature, c'est-à-dire que les sorcières, si tant est que ce terme veuille dire quelque chose, utilisaient des plantes pour se soigner, comme moyen de contraception, pour faire des rituels, honoraient les saisons, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette notion de cyclicité, etc. Donc ce lien avec la nature a été progressivement perdu, coupé, entravé. Une déconnexion des uns aux autres, c'est-à-dire quand vous êtes dans un pays, je relisais pour d'autres raisons des textes donnés par les tribunaux, quand vous êtes dans une région où il y a sur 300 femmes, il y en a 259 qui sont tuées, on finit quand même par se méfier de tout le monde, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, de chacun rentre chez soi, et puis la construction d'un capitalisme progressif a fait que les gens sont de plus en plus isolés dans leur chez eux, et voilà, donc il y a une méfiance, une difficulté à faire lien, l'autre devient l'étranger potentiellement dangereux, et une déconnexion avec la spiritualité. Et le challenge d'aujourd'hui, et qui devient un challenge écoféministe, enfin en tout cas tel que moi je le vis et tel que moi je le comprends, c'est de se reconnecter à tout ça. C'est-à-dire comment on se reconnecte à notre corps, à la joie, au jouir, comment on se reconnecte à la nature, à la saisonnalité, aux lunes, dans tous les sens du terme, à la lune et à nos lunes, comment on se reconnecte les uns aux autres, comment on fait commun, ce qui me paraît la chose mais essentielle aujourd'hui. De toute façon, on ne s'en sortira pas sans ça, c'est pareil, c'est ma croyance. Et comment je me reconnecte sans intermédiaire, et c'est ça vraiment l'essentiel, à ma spiritualité qui a la forme que je choisis de lui donner. Donc voilà, et finalement tout ça pour moi, et l'écoféminisme est là-dedans, c'est une histoire à la fois de pouvoir, mais avec un petit P et un grand P à la fois, c'est-à-dire c'est mon pouvoir, mais que j'offre au monde, et à la fois une histoire de liberté. Et voilà, et ça c'est magnifique, quoi. Et pour nous, c'est une chance extra, quoi. Moi, je jubile tous les jours de vivre cette période. Et justement, alors, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle la magie politique? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que la magie peut devenir politique? Et est-ce que ce serait pas une espèce de nouvelle sorte de militantisme, en fait, de pratiquer des rituels, de se reconnecter avec le pouvoir des plantes, tout ça? Pour moi, la magie est politique. C'est à la fois la thématique de mon prochain livre, donc je ne vais pas tout dire maintenant, mais néanmoins,
une fois qu'on développe son pouvoir, une fois qu'on canalise les énergies, parce que développer son pouvoir, c'est ça. Après, vous faites tous les rituels que vous voulez, il n'y en a pas des bons, il n'y en a pas des mauvais, il y a ceux que vous aimez, que vous choisissez, auxquels vous croyez. Mais moi, je dis toujours à mes élèves, quoi, en cours, par exemple, en Kundalini, puisque je fais de la Kunda magie, je dis toujours, bah, une fois qu'on est dans l'énergie, on en fait quoi? Si cette énergie, c'est pour votre petit ego, je veux trouver mon amoureux, je veux être riche, je veux être... C'est très bien, quoi. Je dis, on a tous légitimement le droit à l'abondance et à l'amour, j'ai pas de souci là-dessus. Mais n'empêche qu'on va vite tourner en rond dans nos rituels, dans notre folklore. Et pour moi, c'est pas péjoratif. J'adore le folklore de la magie. Je peux venir avec un chapeau pointu, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est le commencement, c'est pas l'arrivée. L'aboutissement, c'est... voilà. Je vais le dire d'une autre manière, on a brûlé les sorcières en place publique, c'était pas par hasard, c'était pas pour... c'était pas que, quoi, c'était pour faire peur, c'était pour faire que on se taise. Et encore aujourd'hui, tu parlais d'aujourd'hui, mais on arrive encore à honnir les gens en place publique. Et donc pour moi, il va falloir aller jusqu'à se réapproprier la place publique. Donc pour moi, la magie est par essence politique. Et puis pour une autre raison, je te laisse la parole après, parce que de toute façon, sinon moi je peux parler 2 jours et 2 nuits. Une autre raison, c'est que plus on est dans la magie, plus on est dans son pouvoir, on va dire, plus on est dans la joie de ça, dans l'alignement de ça, moins on est des consommateurs. Et donc, par essence, on va bouleverser, bousculer ce monde qui s'ancre et s'enracine dans la consommation, même si on peut aussi être repris par le marketing. Mais voilà, donc c'est politique pour moi. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, personnellement, la magie que je pratique est très individuelle, très intime. Il n'y a pas ce côté public, du coup, qui devient politique. Mais c'est vrai que je me dis, plus on va vers des spiritualités dites alternatives, quelles qu'elles soient, que ce soit la sorcellerie ou n'importe, plus on s'éloigne de la bien-pensante, plus on dézingue les normes hétéronormées, blanches et la bien-pensance. Voilà. Du coup, c'est ce fait de cheminer vers tout ce qui est alternatif, en fait, qui a du poids. Pour moi. Justement, peut-être parler aussi de cette peur que le féminisme ou que les médias aussi parfois transmettent par rapport à l'écoféminisme et à certains courants de sorcières, qui est le retour à l'essentialisme. Parce que c'est vrai qu'on a quand même cet héritage où pendant longtemps on nous a dit que parce que le cerveau des femmes était plus petit, il se rapprochait plus à celui du singe, donc forcément on était moins intelligente. Donc tout ça, ça fait un peu peur. Par rapport à l'écoféminisme, qu'est-ce que toi t'en penses, comment tu vois les choses? Justement, moi c'est aussi une question qui m'interroge et qui m'interpelle et en effet qui me fait peur un peu, ce retour à l'essentialisme qu'on peut voir et percevoir dans la spiritualité actuelle. Moi c'est surtout le côté, en fait en soi par exemple, mais je pense qu'Odile en parlerait mieux parce que sur le féminin sacré et les cercles de femmes, en soi c'est très bien ce retour on prend son pouvoir. Il faut juste faire attention, des fois j'ai l'impression que ça dérive vraiment et que le féminin sacré ne passe que par ses menstruations, par le fait d'avoir un utérus, alors que personnellement moi j'essaie de dépasser cette binarité et par souci d'inclusivité d'essayer de casser ces normes de homme-femme. Du coup, oui, le côté essentialisme dans la spiritualité me titille un peu. Alors moi, ça me titille beaucoup, en fait. Alors déjà, moi, le mot, c'est quoi le mot? L'expression féminin sacré, j'ai jamais compris, en fait. Donc il va falloir un jour que quelqu'un me fasse un cours, parce que quand les gens me disaient « Ah ouais, votre livre, il rentre dans le féminin sacré », je suis quasi convaincue que le mot n'est pas écrit dans mon livre, quoi, voilà, parce que ça ne me parle absolument pas. Au point qu'au début, ça me mettait presque en colère. Je disais, mais ils ont pas compris ou ils n'ont pas bien lu. Après, cheminant avec d'autres, on va dire, consoeurs d'aventure sur ce bateau-là, je pense que ce qui a été mis dans l'enveloppe féminin sacré, c'est autoriser les femmes à se reconnecter à leur spiritualité sans passer par les religions du livre qui sont quand même masculinistes par essence. Voilà, c'était... Mais après, voilà, moi je dis... Je suis féministe, il y a zéro doute.
Je travaille énormément sur le sacré, il y a zéro doute, quoi. Il y a vraiment tout un cheminement de spiritualité, de foi, de recherche dans ce domaine-là. Mais pour moi, le sacré, c'est dans tout. Le sacré, c'est féminin, masculin, c'est les animaux, c'est la nature, c'est tout. J'arrive pas à limiter le sacré. Donc, effectivement, cette expression-là, j'ai souvent eu du mal avec ce débat-là qui fait pas énormément sens pour moi, mais il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans l'histoire. Hein. Alors, est-ce que peut-être on peut revenir sur vos pratiques à vous et puis savoir si vous faites une différence entre les sorcières des villes et les sorcières des champs? Moi non, en fait je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça entre les sorcières citadines et champêtres, parce que la magie c'est quoi en fait à la base? C'est son propre pouvoir intérieur, sa propre puissance qu'on fait rejaillir et qu'on intensifie peut-être avec l'énergie qui nous entoure. Et je suis pas du tout celle qui pense qu'à Paris c'est pas bourré d'énergie. On peut pas dire d'un endroit où il y a tant d'âmes qui vivent et qui vibrent, où il y a des lieux aussi chargés d'histoire, on ne peut pas dire que c'est un endroit qui n'a pas d'énergie. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'être dans une forêt ou face à l'océan. C'est une énergie qui est plus humaine, minérale, voire mécanique, qui est peut-être plus compliquée à gérer. Du coup, les sorcières des villes doivent peut-être plus se protéger énergétiquement. Mais sinon, je vois pas de différence. C'est pas parce que je suis au 4e étage dans mon appart quand je fais un rituel et que j'ai pas les pieds dans la terre que je ressens pas Gaïa. Ça serait vraiment minimiser sa puissance. C'est partout. Et puis en plus moi personnellement je suis très liée à la lune. Je me sens très connectée, je fais beaucoup de rituels à la lune et ça, où que je sois dans le monde, elle est toujours là. Donc ouais, pour moi il n'y a pas vraiment finalement de différence fondamentale. Alors moi déjà j'adore la question parce que sorcière des villes, sorcière des champs, je trouve que c'est très... Il y a une dichotomie dans la question, mais enfin moi je trouve qu'elle correspond à quelque chose dans mon vécu, dans ma réalité. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. En même temps je vois bien, moi de mon expérience, que je me décharge plus vite. Vous savez, comme un téléphone portable dans le TGV, je me décharge plus vite en ville, il n'y a rien à faire. Moi qui suis censée vivre, on va dire, la moitié du temps en ville, la moitié du temps à la campagne, je vois bien que l'énergie n'est pas la même et que ça me demande vraiment plus d'efforts. Pour des questions de parasitage, le monde est chaotique, le monde est aussi violent, et je le dis sans émotion, mais donc je vais plus sentir, voilà, en plus toute la question c'est d'être capable de s'ouvrir aux énergies, d'être capable de les canaliser. Des fois je peux, voilà, quand il y a plus d'énergie autour ou de personnes, etc., ça vient quand même, moi, me perturber, me couper plus. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que j'ai mes grands bonds en avant, on va dire, quand vraiment j'ai sauté des étapes et que je me suis rendu compte dans ma pratique et dans ma connexion à mon propre pouvoir, c'était systématiquement dans la nature. C'était sur le chemin de Saint-Jacques dans les bois, je l'ai raconté maintes et maintes fois, mais effectivement dans ces espaces où j'étais toute seule et là tout d'un coup où ça me racontait plein d'histoires. Voilà, c'est à la campagne, c'est quand j'allais, parce qu'ils sont grands maintenant, randonner avec mes enfants dans des territoires de pleine nature. Donc pour moi il y a quand même, mais ça m'appartient, plus de facilité à me brancher, on va dire, quand je suis dans la nature. Après, en ville, il y a d'autres atouts. Et les autres atouts, c'est les autres. Moi, je fais beaucoup de rituels en ville. Et effectivement, on va potentialiser tout ça. Et voilà, il y a un truc joyeux d'être ici tous ensemble. On est dans l'urbanité, si tant est que ce mot existe. Mais néanmoins, on co-construit un égrégore et ça nous donne du pouvoir. Donc voilà, pour moi, la ville, c'est les autres. Après... le béton, tout ça, c'est quand même... je suis d'accord avec les monuments, effectivement, il y a des monuments qui vont être porteurs de tas de choses, mais comment on fait? Et puis, dans l'urbain, il y a quelque chose pour moi aussi qui est plus masculin, plus anglais, plus carré, etc. Donc, on fait avec, mais c'est pas la même chose, pour moi, c'est pas la même pratique, et ça amène un peu plus de difficultés.
Et dans la même idée, est-ce que vous voyez des différences ou des similitudes sur des questions de territoire, c'est-à-dire entre les pratiques européennes et celles un peu de tous les autres continents? Alors, moi, je viens du chamanisme quand même, quoi. Pareil, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais nous, quand on faisait du chamanisme il y a 25 ans, c'était totalement marginal. Moi, j'ai écrit un premier papier sur l'ayahuasca dans Psychologie, c'était... à l'époque, on s'est protégé avec un avocat, tout ça, en mettant des... Ça peut faire rire maintenant, mais voilà. Néanmoins, donc effectivement, moi j'ai travaillé en chamanisme pour accéder à ce qu'on appelait des états de conscience modifiés ou élargis. Et finalement, c'est un jour où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va chercher au bout du monde? Pareil, chez les Amérindiens, tout ça. Et ça, je l'ai appris parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les rondes ont été interdites en France par le clergé. Et en fait, le jour où j'ai appris ça, j'ai adoré. Parce qu'en fait, la ronde, c'est un moyen d'entrer en transe. Et on a interdit ça parce qu'il fallait empêcher les gens d'entrer en transe. Et je me suis dit, oula, il y a une piste là qui commence à m'intéresser. Donc les gens avaient des outils pour entrer en transe sur nos territoires. On sait, voilà, la sorcière corse, la sorcière du Berry, je savais, mais c'était quand même c'était quand même beaucoup de la magie noire, même si pas que, on est tout à fait d'accord. Donc je me suis dit, là il y a quelque chose à fouiller d'intéressant sur le territoire. Et la même chose comme en naturo, moi j'évite les remèdes du bout du monde. Ça ne veut pas dire que je me les interdis, mais ça veut dire que je vais aller les chercher en dernier ressort. Et bien pour la magie c'est pareil. Je me dis, mais on a tout ce qu'il faut sur place, et même des plantes voilà, qui vont agir sur la conscience et tout ça. Donc pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on a chez nous? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, il y a vraiment c'est super nécessaire d'ancrer sa pratique sur un territoire et sur notre territoire. Et pour aller plus loin aussi, je pense qu'il faut faire attention à l'appropriation culturelle. Et on a vite tendance à glisser là-dedans parce que la frontière entre hommage, emprunt et appropriation peut être très fine. Et du coup, c'est vrai que de s'approprier des pratiques qui ne sont pas les nôtres et où les peuples qui les pratiquaient ont été opprimés, voire massacrés par des personnes blanches que nous sommes, je trouve moi ça me gêne toujours un petit peu de voir ça. Je pense au Palo Santo, je pense qu'on connaît tous la problématique. Du coup, le Palo Santo, c'est quand même un arbre sacré dont la cueillette doit se faire lors de rituels bien particuliers, qui a un sens très très profond pour les natifs américains. Et maintenant, c'est une espèce végétale en voie de disparition, en danger, parce que à cause de la cueillette massive, intensive, pour que tous les Européens puissent faire une photo Instagram et puis utiliser ça. C'est comme les animaux totems. Maintenant, on va tous avoir un animal totem. C'est comme savoir si t'es Serpentard ou Gryffondor. Tu dois savoir si t'es hibou ou je sais pas quoi. Et c'est totalement coupé de toute réflexion sur le passé historique et spirituel. Enfin, pas pour tout le monde, bien sûr, j'imagine qu'il y a des chamanistes en France qui ont cette réflexion, mais enfin, tu trouves sur internet des trucs pour savoir ça, et en fait, je trouve qu'il est intéressant de comprendre aussi l'histoire qu'il y a derrière et d'où ça vient en fait. Alors moi je suis d'accord et pas d'accord. À la fois je suis d'accord et à la fois je crois que la mondialisation, elle existe pour le meilleur et pour le pire. Alors le pire on le connaît. Moi la première fois que j'ai fait un rituel avec un Amérindien, c'était à Paris. Et c'est lui qui est venu et il avait eu comme mission de mettre des lianes autour des cathédrales. Et il s'est dit, c'était un rituel de tabac, et qui est une plante sacrée, hein, où il y en a qui fument là-dedans. Et quelque part, je trouve ça juste aussi qu'on partage, mais qu'on partage sans couper la racine. Donc moi j'aime bien faire quoi. Il y a, après, comme je dis, on a tout ce qu'il faut ici. Après, si ça devient comme l'histoire du quinoa où les Boliviens n'ont plus à manger parce que nous on mange leur quinoa, ça me pose un souci. Donc si on s'approprie des rituels des autres et qu'on leur coupe de leur histoire ou de leurs ressources, ça me pose souci. On a ça sur les cristaux aussi maintenant où tout le monde veut son ensemble de pierres magiques et tout d'un coup ça devient quoi. Mais la question pour moi c'est plus, la vraie question c'est magie et marketing.
que la question de à quel territoire ça appartient. C'est comment on va arriver. Et je le savais dès le début, quoi, que ça allait se passer comme ça. À partir du moment où on a vu la vague arriver, je me suis dit, ok, on va être bon pour la vague. On vit dans un système qui est tellement puissant qu'il arrive à vendre tout, même la spiritualité. Donc voilà. Mais à nous d'avoir du discernement et de faire les choses dans le respect. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Justement, par rapport à tout ce qu'on voit sur la mondialisation, le capitalisme, le patriarcat, tout ça, comment, dans nos pratiques ou même au quotidien, on peut réussir à transcender cette colère qu'on peut avoir pour ne pas retomber dans la violence et plutôt se diriger vers la lumière? Alors pourquoi ne pas retomber dans la violence déjà? Non mais, je veux dire, tout est autorisé. La colère, c'est un moteur. Elle est intéressante si elle ne me détruit pas et si elle ne détruit pas les autres. Après, qu'elle soit un moteur, moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors déjà, je veux dire, je suis trop heureuse. Parce que même les mots capitalisme, il y a quelques années, quand je parlais du capitalisme, en amenant une pensée critique, on va dire, je parlais d'hyper-capitalisme, parce que je me disais, sinon, tout le monde va sortir de la salle, quoi. Donc aujourd'hui, on ose interroger, nous, dans notre position de capitalisme, ça me réjouit. Après, comment transformer tout ça en agissant, quoi, en disant non, en agissant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cool de faire nos rituels, c'est cool de faire des cercles de femmes, ça ne changera rien si, il y a un livre très bien qui dit la révolution féministe commence dans le panier à linge. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous rentrez chez vous pour vous occuper après du linge de chouchou, ça va pas le faire, quoi. Et si... donc c'est justement l'action dans le sens activiste qui va nous permettre de transformer ça. Mais c'est indispensable. J'ai une de mes élèves, donc je dirige une école de naturo, et j'ai une de mes élèves qui fait un mémoire sur l'éco-anxiété, ce qui me paraît tout à fait légitime, ce qui me paraît quoi... on est quand même dans un endroit tout à fait saisissant de l'histoire de l'humanité, où on voit le truc se déglinguer sous nos yeux, et on fait oh, oh, oh. Et le seul remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Donc de toute façon, on n'a que ça comme issue. Sinon, soit on va devenir fou, ce qui est une option, et peut-être certains vont le devenir, soit effectivement ça va être une violence les uns ou sur nous-mêmes ou sur les autres. Donc c'est l'action, juste. Je suis totalement d'accord avec ça, j'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Moi je suis totalement pour la colère. Je suis parfois un peu frustrée dans... Il y a certains milieux spirituels qui justement veulent un peu atténuer tout ça. Non, il faut pas être en colère. Si, il faut être en colère. C'est la colère qui fait descendre les gens dans la rue depuis toujours. C'est la colère qui nous fait dire non à nos oppresseurs. Donc voilà, tous les gens qui ont vu Inside Out, super Pixar, savent que toutes les émotions sont légitimes. Donc il ne faut pas avoir peur ni honte de sa colère. Après, c'est vrai que les émotions, elles nous appartiennent. C'est à nous de les gérer, de les travailler. Et en effet, c'est un starter pour devenir un sentiment. En plus, on ne vit pas avec une émotion tout le temps. Du coup, la colère peut se transformer en aigreur ou en violence, mais elle peut se transformer en amour. Enfin, un amour un peu, justement, qui va vouloir agir. Moi, je vois ça un peu comme une sauce. Tu fais ta sauce, tu as ta colère dans ta casserole, soit tu la fais cramer et c'est immangeable, soit tu la bousilles, ça devient aigre et t'es malade, soit t'en fais un truc super épicé qui te donne la patate et l'énergie pour avancer. Donc voilà, il faut voir la colère comme un super ingrédient pour entrer en lutte. Non mais, moi, ta question m'interroge vraiment sur la place de la violence dans l'activisme, on va dire. J'ai pas de réponse, mais en revanche, je me pose beaucoup de questions. Déjà, je travaille beaucoup sur l'anarchisme en ce moment, parce que dans ma génération, on a totalement décrédibilisé l'anarchisme sous prétexte qu'ils avaient posé des bombes à droite et à gauche, et je dis pas que c'est bien de poser des bombes à droite et à gauche, je dis juste qu'il y a un moment où, quand on est bloqué par quelque chose, la question du moyen me semble légitime. Après, moi j'ai été construite par le film Gandhi, donc j'ai plutôt été du côté de la non-violence et de la puissance politique que ça pouvait avoir. Mais
voilà, je vois aussi ce qui se passe sous nos yeux, je vois aussi des violences qui sont légitimées et qu'on subit, nous en tant que citoyens et en tant que juste vivants humains sur cette terre. Donc pour moi la question de la violence, de se défendre de la violence et par quels moyens, reste une question ouverte. J'ai pas de réponse à ça. Et je pense que c'est une vraie question politique qui va se poser prochainement. Les féministes, les premières, elles sont pas arrivées avec des roses en disant s'il vous plaît, on voudrait voter, quoi. Donc non, mais parce que nous, alors en même temps, j'adore Gandhi qui est avec les Anglais et qui dit, quand ils lui disent qu'est-ce que vous attendez, que vous quittiez l'Inde et vous pensez qu'on va le faire, oui. Ok, sauf que c'est un maître spirituel. Moi, je suis pas encore un maître spirituel. Je sais pas si j'y arriverai cette vie-là. Donc on va voir le moyen. Et puis en plus, il y a une urgence. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est un fil à tirer. On va voir où ça nous amène. Et justement, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de notre propre puissance pour pouvoir l'utiliser au mieux? Est-ce qu'il y a un espèce de rite de passage pour devenir sorcière ou pour se rendre compte de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai eu plusieurs rites de passage. Moi, j'ai eu beaucoup de transmissions, c'est une chance. À la fois, je les cherchais, et à la fois, c'était évident, comme toi, moi, dès que j'étais petite, je comprenais pas pourquoi la sorcière, c'était la méchante, quoi. Moi, je voulais surtout pas être comme la fille avec la robe bleue que le mec venait embrasser, quoi. Ça me paraissait totalement improbable et inintéressant, surtout. Donc, voilà. Après, la question du rite de passage, donc, j'ai effectivement été initiée par des personnes. Et en même temps, quand j'ai lu ta question l'autre jour, je me suis dit, en fait, mon premier rite de passage, je ne l'ai vraiment pas calculé. J'étais au Pérou et au bord du lac Titicaca. Alors pareil, c'était une époque où il n'y avait pas de touristes, où il n'y avait pas d'électricité, où on était loin de toute espace habité. Et le guide m'a dit, je vais te baptiser dans le lac. Et j'ai fait, oh ouais. Et sur le... Il s'est rien passé, il s'est tout passé. C'est marrant parce que cet événement, après j'ai gardé la photo en fond d'écran de mon ordi pendant des mois et des mois. Quelque part, c'est comme si mon inconscient, il savait que quelque chose s'était passé et qu'il fallait juste remettre les fils entre eux. Après, je pense que aujourd'hui, notre propre capacité, votre propre capacité, c'est le fait que vous êtes capable de vous donner votre propre rite de passage. Et vous pouvez le choisir comme vous voulez. C'est vraiment poser quelque chose de « je choisis de me connecter à mon propre pouvoir » et je vais poser, ça peut être une pierre, quoi. Avant, pareil, sur le chemin de Saint-Jacques, il y a beaucoup de rituels comme ça où on se déleste de pierres, où on en reprend. Ça peut être tout ce qu'on veut, mais voilà. En même temps, je suis vraiment pour la ritualisation des choix intérieurs, voilà, pour les ancrer, comme je suis pour la célébration de toutes les étapes de la vie. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'ai pas vraiment vécu de rite de passage marquant, mais par contre, ce qui m'a aidé à prendre conscience de ma puissance, c'est de m'entourer, en fait. Et ça, c'est beaucoup moins bucolique que le Saint-Jacques ou le lac et tout, mais moi, c'est Internet qui m'a aidé. Parce que j'ai trouvé sur Internet, en fait, des groupes de sorcières et des nanas mais super inspirantes et incroyables qui sont devenues mes sorcières, comme j'aime l'appeler. Je crois qu'il y en a dans la salle. Et voilà, et c'est ce petit coven qui m'aide tous les jours en fait à trouver la puissance en moi. Et quand en plus on est tous féministes, on a tous un peu les mêmes valeurs. Donc quand on baisse les bras face au chaos du monde, on peut compter les unes sur les autres, on peut s'entraider, que ce soit en sorcellerie pure ou sur tous les autres points de vue. Et donc voilà, moi c'est le côté, vraiment c'est la sororité en fait entre sorcières qui m'a aidé à prendre conscience de ma pleine puissance. Trop bien. Est-ce qu'il y a une espèce d'évolution qui est possible, et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de passer du pouvoir à la puissance? Alors, je dois cette expression effectivement à un homme qui a fait un commentaire sur Facebook. Il m'a dit Odile, je pense qu'il est temps que vous les femmes vous passiez du pouvoir à la puissance, et ça m'a beaucoup interrogée. On en a discuté avec mon éditrice. Je pense que justement la puissance, c'est être au monde. Le pouvoir, c'est quelque chose
C'est ce que Starhawk appelle le pouvoir du dedans. Donc c'est vraiment opposé au pouvoir sûr, c'est-à-dire qu'à la fois dans notre monde, ce sont autant de chemins individuels et en lien avec les autres, mais pas en prise de pouvoir avec les autres. Et la puissance, pour moi, c'est vraiment la place publique, c'est-à-dire j'ai la capacité, je m'autorise, mais je prends aussi cette capacité à transformer les choses dans un espace qui est plus grand que moi, qui est au-delà de moi. Nous, en psychologie, moi je travaille en psychologie jungienne, on parle d'intérêt supérieur commun. Pour moi, la puissance, c'est je mets mon pouvoir au service de cet intérêt supérieur commun. Non, moi j'ai rien à rajouter à ça. On arrive quasiment au bout de notre temps. Est-ce que peut-être pour conclure, vous auriez un conseil ou, je sais pas, un cristaux, une plante, une tisane, quelque chose, ou un rituel qu'on pourrait faire qui pourrait nous servir dans le contexte actuel? Non. En fait, il y a par exemple une plante, je pense au millepertuis, c'est un super antidéprime que je conseille. Après, ouais, moi je suis aussi très, très caillou. Là, j'avais tellement mon trac que j'ai pris 3 kilos de pierre avec moi. Donc, notamment la pierre du soleil, c'est une pierre super joyeuse, tout ça. Donc voilà, pour lutter un peu contre la déprime actuelle, ça peut être cette plante et cette pierre. Alors, pareil, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions. Je pense que des pratiques, il y en a une infinité. Moi, faut danser, faut rire, faut chanter, faut faire l'amour. Faut se reconnecter à la joie du corps, parce que quelque part, elle va transcender les choses. Danser d'abord, ouais. Eh bien, dansons maintenant. Parfait. On a gardé un peu de temps pour des questions. Donc on a quasi une demi-heure pour faire un petit échange avec vous. Si vous voulez le temps de vous laisser réfléchir à vos questions, j'ai préparé une petite référence avec ma bibliothèque, avec que des livres de sorcières, que je vais laisser à disposition sur le devant là, que vous pourrez checker en sortant si vous voulez les références de tous. Alors, pour introduction à l'écoféminisme, je conseille très fortement Sœurs en écologie de Pascal Derme. Évidemment, il y a tout qui se casse la figure. Il y a aussi le bouquin sur Françoise d'Aubonne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, yes. Voilà, Françoise d'Aubonne et l'écoféminisme, qui retrace un peu le côté historique des années 70 de l'écoféminisme. Âme de sorcière, qui est le livre d'Odile Chabriac, que je vous conseille très fortement aussi. Un autre qui est purement pratico-pratique pour s'éveiller au féminin sauvage de Isabelle Guedré et Catherine Maillard. Un autre pratico-pratique qui est très drôle celui-là et qui fait partie des classiques, le guide pratique du féminisme divinatoire de Camille Dusselier. Bien sûr, Sorcière de Mona Chollet, hein, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore. Et l'incontournable Révél obscur de Starhawk. Alors, est-ce que nous avons par hasard des questions dans la salle? Effectivement, en quoi le care rentre dans la thématique de l'écoféminisme, quel est le lien avec cet héritage des sorcières qui étaient appelées sorcières, qui soignaient avec les plantes, comment ça se passe tout ça? Alors c'est drôle parce que moi c'est pas une question qui m'intéresse énormément, alors que, et ça n'a rien à voir avec vous, hein, parce que justement moi j'y vois un espèce de truc un peu essentialiste là-dessus, comme si le care, donc le prendre soin, était plus une partie du féminin. Et moi,
déjà, ça serait nous couper quelque part d'une partie de notre pouvoir, qui est aussi destructeur que créateur. Et c'est d'autant plus paradoxal que je suis thérapeute. Mais voilà, je pense que dans une réflexion d'inclusion, le care est de toute façon présent. C'est-à-dire que je suis aussi là pour échanger avec l'autre, voire en prendre soin, quoi. Pour moi, le prendre soin, c'est fondateur. Mais je ne fais pas forcément des liens avec ni mes pratiques, ni justement le coven, la sororité, etc., quoi. Pour moi, le care, ça devrait être un art de vivre qui participe de toute vie sociale. Ça devrait être même un préalable. Donc voilà. Oui, mais exactement pareil, parce que en fait, ça fait partie de ma pratique, mais c'est pas quelque chose d'à part, c'est de ma vie en fait, de prendre soin des gens. J'ose espérer que c'est pas parce que je suis une femme, mais juste parce que je suis comme ça. Donc oui, pour moi, je vois pas trop le sens de différencier le care de la pratique spirituelle en fait, ou de l'écoféminisme. Est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous observez des différences que ce soit dans les personnes qui viennent vous voir pour se faire accompagner, ou que ce soit même auprès d'autres thérapeutes? Est-ce que c'est un milieu qui est entre guillemets plutôt féminin ou pas? Non, ça, il n'y a pas de doute. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est intéressant parce qu'en même temps, il y a des tas de métiers qui sont en train de se féminiser et qui n'étaient pas non plus du care. Je pense au métier d'avocat, par exemple, et qui est un métier quand même de défense. Donc, néanmoins, je pense que cette réflexion sur le care, elle est intéressante parce que c'est la même chose avec le féminin sacré. Il y a un truc où, bon, ok les filles, vous voulez prendre votre pouvoir, mais on va vous laisser faire gentiment des petits trucs ensemble, et puis nous, on va s'occuper des affaires courantes. Et puis, ok, bon, on va vous laisser prendre soin les uns des autres, puisque vous avez ça dans les gènes, mais nous, on va s'occuper de construire des fusées. Bah, en fait, non, quoi. Moi, j'ai envie de construire des fusées aussi, et j'ai envie de gérer les finances de la cité, et j'ai... Quoi, voilà. Et peut-être qu'en nous mettant du côté du care, c'est une manière, mais auquel on n'est pas victime, hein, dont on est complice, de ne pas aller voir notre ombre, qui est aussi que une femme, ça peut être casse-couille plus, castratrice plus, et que finalement, notre propre capacité à détruire, etc., moi, je préfère la confronter et l'embrasser pour la transformer que de dire qu'elle n'existe pas et que parce que je suis une gentille femme, je suis censée aller du côté du care. Donc ça, voilà, c'est plus comme ça que je verrais. Non, mais pour la question des hommes, oui, moi j'ai eu un seul homme en consultation, enfin non. Donc clairement, c'est très très féminin. Okay. Une autre question, oui? Oui, je voudrais connaître votre lien en tant qu'écoféministe avec l'écologie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus explicite pour moi. Je pense à une figure comme Vandana Shiva. Donc le lien entre écologie et science, ou Vandana Shiva et les sciences, puisqu'elle est en même temps dans la spiritualité et elle fait bouger la politique, Monsanto, son combat, etc. Donc l'écologie politique, en fait, dans la question. Et oui, alors là, je voudrais vous entendre sur le lien avec l'écologie, c'est-à-dire le problème qui nous pend au nez, la collapsologie, et je ne sais quoi. Alors je répète la question. Il s'agit de savoir quel est le lien entre l'écologie, la politique, la spiritualité, en faisant référence notamment à Vandana Shiva qui, elle, relie vraiment toutes ces briques-là, et savoir comment, peut-être dans vos pratiques à vous, comment ou si vous le pratiquez, comment est-ce que ça se traduit Alors, bon, pour moi, le lien, il est total. Je m'inscris dans un courant d'écologie politique. Pas forcément seulement ça, c'est et ça aussi. Très concrètement, c'est que je vais voter écologiste, quoi, systématiquement. Mais parce que, et je suis dans une réflexion constante de justement comment faire pour que mes actions aient moins d'impact sur l'environnement. Mais c'est la même chose, moi j'ai le sentiment que l'écologie elle n'est pas séparée de moi, dans le sens, et même si ça peut engendrer des situations extrêmement inconfortables, hein,
Je prends encore l'avion, ça reste un souci. Je plante des arbres depuis plus de 30 ans. Mon premier papier, pourquoi je plante des arbres, je l'ai écrit, effectivement, ça fait une trentaine d'années maintenant. Mais ça met dans une situation d'inconfort, entre culpabilité, solution illusoire. Voilà, la question de l'écologie est une question fondamentale pour laquelle je n'ai pas la réponse, mais en tout cas qui me passionne, m'intéresse et qui me semble de toute façon incontournable. Mais on va voir de quelle manière. Oui, il n'y a pas à déconnecter les différentes parties de soi et les différentes valeurs, clairement. Donc je suis féministe, je suis écolo, je suis sorcière, je suis aussi plein d'autres choses. Et ça se traduit dans mes actes et justement et de ma pratique spirituelle. Donc c'est aussi d'un point de vue très pratique. J'achète mes oracles, ça fait bondir certains, mais toujours seconde main. Moi, ça ne me dérange pas de les acheter sur le bon coin. Pareil, même si j'ai 3 kilos de cristaux avec moi, j'essaye de réduire ma consommation de cristaux parce qu'on ne sait pas les conditions d'extraction. Et puis après, c'est oui, en fait, ça me paraît tellement logique de ne pas décorréler tout ça. Ce serait comme, je ne vais pas aller faire une méditation pour l'Australie et puis juste après commander sur Amazon du Palo Santo. C'est juste de la logique en fait. En même temps, c'est compliqué la cohérence, quoi. Moi, j'ai du mal avec la cohérence, alors j'ai arrêté les bananes, et puis après j'ai arrêté les avocats, et puis après il va falloir arrêter le chocolat. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Non mais, et voilà, et néanmoins, on est emporté par, quoi, moi je suis emportée par l'idée comment être de plus en plus cohérente, comment même, j'écris des livres, les livres c'est une industrie, quoi. Donc moi ces questions, elles m'assaillent jour et nuit, j'ai envie de dire, c'est vraiment la quête d'une cohérence le plus possible, tout en étant vivant, tout en célébrant l'existence, tout en me méfiant des manipulations collectives, parce que la manipulation existe aussi dans ce sens-là. Voilà, donc en fait, on se disait tout à l'heure en préparant la réunion, nous on a plein de questions, on n'a pas les réponses, on cherche à faire que ce soit de plus en plus cohérent dans notre vie, mais pareil, alors déjà moi qu'on m'appelle écoféministe, moi j'ai toujours du mal avec les étiquettes, de la même manière que je ne suis pas végétarienne et j'explique à mes élèves, c'est par principe, je vais manger de la viande une fois par mois, comme ça. Je veux pas qu'on me dise, ah bah dis donc, vous avez vu, la prof, elle a mangé, là, tout d'un coup, 3 bouts de lardon sur... Non, quoi, je fais au mieux, je suis un être humain, donc voilà. Et donc, je m'étais fâchée avec quelqu'un sur Facebook, elle me dit, ouais, mais je comprends pas, tu dis que t'es écolo, mais tu prends l'avion pour aller au Maroc. Bah ouais, parce que je prends l'avion, je vais donner des cours, ça évite que 18 personnes prennent l'avion. Pour le moment, j'ai trouvé ça. Peut-être qu'un jour, on fera tout par vidéoconférence, mais en même temps, moi, j'aime bien les êtres humains, j'aime bien les prendre dans mes bras. Donc voilà, je fais au mieux. Parfois, je me trompe. Je me souviens très bien avoir hurlé de joie. J'avoue, je suis coupable. Quand il y a eu les premières stations-service où il y avait du carburant à base de plantes, quoi, de colza, parce qu'on trouvait ça formidable de ne plus aller faire les guerres au Moyen-Orient et d'utiliser le colza. Puis un jour on s'est dit mais c'est crétin d'utiliser des terres agricoles pour faire... Et peut-être que la question elle est de repenser le transport, mais la question elle est infinie. Et j'ai une très bonne amie qui a écrit un livre formidable d'ailleurs, qui dirige les éditions de La Mer Salée, donc qui a écrit un livre sur les suspendus et donc sur tous les phénomènes de désobéissance. Et on en parlait récemment et elle dit ouais mais moi je m'occupe de tel bout de la maison, toi tu t'occupes de tel autre bout, donc il y en a qui vont s'engager contre ou pour telle problématique, il y en a d'autres qui vont s'engager ailleurs pour lutter contre une autre problématique, et nous tout seuls on peut faire juste notre part et pas plus, et voilà, en toute modestie, quoi, et humilité. Peut-être pour recontextualiser aussi, Vandana Shiva, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une personne géniale qui habite en Inde et qui a fait énormément, notamment dans une région spécifique où elle a contribué à mobiliser une communauté de femmes dans un centre qui s'appelle Navdanya. Et elle les a formées à récupérer des graines locales
permettant de lutter contre l'oppression de Monsanto qui faisait des dégâts affreux dans toute cette région-là. Et le fait de savoir récolter les graines, de pouvoir les redonner aux paysans aux alentours, en fait ça a changé complètement toute la région, parce que non seulement les femmes se sont vues avoir des revenus financiers, donc elles ont pu s'émanciper de cette façon-là, elles ont pu de nouveau avoir une reconnaissance dans la société, une vraie place dans la société, à se faire respecter par les hommes, et en plus de ça avoir un vrai rôle écologique et de transition agricole, tout ça. Voilà pour la petite, le petit contexte. Il y avait une question par là, ouais. Ma question elle concerne le rapport à la sexualité. Dans la plupart des livres, il y a une espèce de revalorisation de la sexualité. Et je trouve ça très bien et c'est très important. Et puis vous en avez aussi parlé quand vous parlez des rituels, etc. Et en fait, je me pose la question de si ça ne tombe pas aussi dans une espèce d'injonction à la sexualité parfois. Et je voulais avoir votre avis sur ça. La question porte sur la thématique de la sexualité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça, de se réapproprier tout ça, et du coup, quelles sont les limites de ça, et est-ce que ça ne deviendrait pas une espèce d'injonction si on veut découvrir son pouvoir de sorcière, de passer par ce processus-là? Oui, je trouve ça super intéressant comme question, merci de l'avoir posée. En effet, c'est vrai que oui, il ne faut pas tomber, comme dans tout, dans une obligation de faire quelque chose. Et c'est vrai que tout à l'heure, Odile parlait de faire l'amour, mais elle parlait aussi de chanter, de danser. Et en fait, je pense que l'important, c'est de reprendre possession de son corps et de ses instincts, et quels qu'ils soient. Et ceux qui sont asexuels, qui ne veulent pas forcément coucher ou qui ne peuvent pas, il y a d'autres façons de reprendre possession de son corps, voilà, par la danse, par le chant, par le sport, le yoga, tout ce que tu veux. Donc voilà, en fait, l'important c'est de suivre son instinct. En fait, on s'en fout de ce qui est écrit dans les livres, on s'en fout de ce que deux personnes vous disent lors d'une table ronde. L'important c'est ce que vous ressentez en vous, et ça, personne ne peut te l'enlever et personne ne peut te dicter quoi faire. Alors moi, mon surnom c'est Liberté, et c'est fondamental. Alors, néanmoins, le sujet de la sexualité me passionne totalement. Mais parce qu'on est à l'âge de pierre, quoi. Moi je suis... Alors, je reçois des patients. Donc, mais puis j'ai une vie de femme. Hein. Et mon Dieu, je me dis, mais on en est là. Alors, avec néanmoins une petite lumière au bout du tunnel, parce que je trouve qu'effectivement, une sexualité hétéronormée est en train d'être questionnée de 1000 manières. Et je me dis, mais waouh, quoi, pareil, là, quoi. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais de la mise en scène de théâtre, donc rien à voir et tout à voir, peu importe, toujours est-il que le metteur en scène avec qui je travaillais était homosexuel. Je viens d'un milieu, moi, classe moyenne, où tout le monde est très tolérant, mais du moment que ça concerne les autres. Et lui, il m'a amené à une réunion un soir qui s'appelait GPL, les gays pour la liberté. Et je peux vous dire, c'était une époque où il y avait des descentes de police dans les bars gays. Et donc là, j'étais la seule femme à cette réunion, c'était vraiment... Mais ça a été une initiation formidable, parce que ça m'a juste posé d'autres cadres, enfin en tout cas ça fait exploser mon cadre de réflexion, et aujourd'hui je suis super heureuse que tout ça, ça bouge dans tous les sens. Et qu'on puisse emprunter des pratiques et qu'on puisse emprunter une réflexion politique et une réflexion sur le rapport à son corps de tas de gens qui vont avoir des avis totalement différents, et finalement c'est cette mosaïque, ce kaléidoscope d'expériences qui va petit à petit nous faire avancer collectivement vers une autre réflexion de la sexualité. Mais moi je suis quand même morte de rire, quoi. On est encore à une époque où on va se jurer fidélité, où on va... Moi les gens ils arrivent, ils sont en pleurs, il m'a trompé, elle m'a trompé, et puis moi bien sûr ils sont tombés au mauvais endroit, donc je fais ok, alors qu'est-ce que ça change, voilà, mais on est quand même dans des règles du jeu, dans le rapport au corps qui me paraissent très immatures, très infantiles, et en tout cas
la joie de ça, c'est que il y a plein de questions, il n'y a pas de réponse, et en tout cas, il n'y a pas de réponse juste. Il n'y a pas ce qui est bien, et il n'y a pas ce qui est mal, il n'y a pas ce qui est vrai, et il n'y a pas ce qui est faux. Il y a, mais allons-y, explorons ensemble un territoire infini qui est susceptible de nous donner du pouvoir, quand et comme j'en ai le désir. Et alors là, on ouvre un champ dingue, mais pour le moment, quoi, on est sur... c'est la Corse alors qu'on a la planète entière, quoi. Donc, il y a plein de trucs possibles, ça va être... les prochaines générations, ils vont s'éclater, quoi, dans leur blocos. Ils pourront plus sortir, mais ils pourront forniquer, tout ce qu'ils veulent, là. Une autre question? Oui? Moi, je voudrais savoir comment on marque les hommes. Est-ce que d'écologie, de féminisme, j'ai l'impression qu'en fait ça rajoute à chaque fois des couches en fait, de responsabilité, de culpabilité sur les femmes. Et on s'en rajoute en fait à chaque fois. Je trouve ça super, vraiment, je trouve ça chouette, j'ai envie de faire plein de choses et tout. Mais globalement, je trouve qu'on a un peu seul entre nous. Alors, j'aime beaucoup la question, elle posait très justement, mais en même temps, il y en a là. Comment on embarque les hommes? Alors, c'est une vraie bonne question, qui fait presque continuité à la précédente. Parce qu'il y a un moment où nous, dans nos milieux un peu exotiques, on va dire, où on était très dans « Ah ouais, mais c'est pas grave, les femmes, on va jouer les initiatrices, c'est ça, on a ça, quoi. » Là, moi, j'ai envie de dire, ok, les initiatrices, elles sont fatiguées, donc les mecs, vous venez pas, mais il y a un moment où il va falloir y aller. Alors, je fais une confiance infinie aux nouvelles générations. Je pense que les hommes changent. Quoi, et même, il y a des intellectuels qui commencent vraiment à travailler sur la question, c'est quoi être un homme à l'heure de MeToo, quoi, c'est comment interagir différemment entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes. Donc voilà, moi je pense que ça bouge. La question, c'est peut-être pas comment les embarquer. Moi, j'ai jamais fait de clivage. Pareil, dans mes rituels, moi, il y a toujours des hommes. Néanmoins, je constate humblement qu'il y a 4/5 de femmes, et encore, je dois être à 9/10 de femmes, et voilà, et de temps en temps des hommes. Je pense que les hommes bougent, et alors comment ça s'appelle, ces cercles d'hommes qui font, ils partent dans les bois, là, quelques jours, Mankind Project, hein, MKP. Voilà, moi, le nombre d'hommes dans mon entourage qui ont fait ça, mais j'aurais jamais juré, quoi, il y a quelques années, j'aurais jamais juré que c'était possible. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, faisons confiance, et cessons de leur faire porter aussi la culpabilité ou la responsabilité de ce qui nous est arrivé. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas se cogner après X siècles de patriarcat, on ne va pas arriver avec notre déesse gentille, ah bah tiens, on va vous faire la même dans l'autre sens, X siècles de matriarcat. Ça ne m'intéresse pas, ça va être ou ensemble ou pas du tout. Donc voilà, on a été complices, bourreau, victime, sauveur, tout le monde joue dans cette histoire. Donc maintenant, soit on est grand, on se met sur nos jambes, on devient adulte ensemble, soit on va se prendre le mur, et c'est pas grave. J'ai absolument aucune réponse à cette question, mais je suis d'accord avec Odile, j'espère que oui, qu'il y a une évolution, et je pense que je la remarque, que les hommes autour de moi, de ma génération, sont déjà peut-être plus ouverts que sur certains sujets. Je m'intéresse beaucoup à la précarité menstruelle, et je sais que je peux totalement parler de mes règles avec mes potes, alors que ça aurait été pas forcément possible avec les générations avant. Donc voilà, ça avance. Ouais, je pense qu'il faut aussi un peu de temps, notamment sur la question de l'écoféminisme, parce que c'est un mouvement qui est tout nouveau en France, et on va pas se leurrer, c'est quand même un peu... la naissance, elle se fait dans Paris, là, la salle, elle est blindée, et c'est trop bien, mais il faut le laisser le temps au temps.
Déjà, le fait qu'il y ait de plus en plus de médias qui en parlent, qu'il y ait de plus en plus d'événements comme aujourd'hui qui se fassent, ça permet de répandre la bonne parole, entre guillemets, de planter des petites graines. Et une fois que ces petites graines, elles pousseront, bah, on va espérer que ça va engrainer un peu tout le monde. Donc laissons le temps au temps aussi. Peut-être que le fait de forcer ses potes mecs à venir à ce type d'événement, c'est chouette aussi parce que ça donne un cadre qui est assez, comment dire, libéré, quoi. C'est viens, on va prendre une bière et puis on va à la conf après. Bon, c'est moins contraignant que de se taper un truc en milieu de semaine, après le boulot. Voilà, donc on va espérer aussi que le mouvement de l'écoféminisme soit assez créatif, assez joyeux pour embarquer tout le monde dans l'aventure et puis ben, on va espérer qu'on va construire les choses ensemble. La question de la joie, elle est fondamentale. On n'embarquera personne sur il faut, il y a qu'à, je veux. Ok, c'est pas intéressant. Après, moi, la question du masculin, elle m'intéresse toujours dans... voilà, moi, je suis maman de jeunes hommes maintenant. Je pense que je les ai convenablement élevés. Voilà, c'est toute la question aussi de quelle place comment ça se construit l'éducation d'un petit garçon pour le laisser dans l'illusion qu'il est le centre du monde et qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, c'est beaucoup, et je ne dis pas que c'est bien, c'est juste un fait, la question des mères. Donc, je ne dis pas que les pères n'ont pas leur place dans cette discussion-là, mais les mères toutes puissantes, surpuissantes, abusivement puissantes, vont créer des hommes qui ne vont pas connaître, qui vont avoir du mal à reconnaître la limite. Or, tout ce dont on parle, c'est la question de la limite. Il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus le déclic écologique se fait souvent dans un couple à la naissance du premier enfant. Donc là je parle des couples hétéronormés, tout ça. En fait, une des premières actions qu'on pourrait mettre en place, bon, pas nous, enfin on peut essayer d'aider, mais voilà, ce serait de enfin faire passer ce fameux congé parental pour les hommes. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les hommes sont là dès les premiers instants de la naissance et peuvent aider sur tous les premiers soins, tous les premiers jours de la vie, en fait, ça déclenche plein de choses qui font que d'un point de vue écologique, d'un point de vue d'éducation de l'enfant, d'un point de vue d'égalité femmes-hommes, en fait, la charge mentale, elle commence à ce moment-là à être vraiment partagée. Donc ça, ce serait une super action qu'on peut espérer voir passer ces prochaines années. Si on a de la chance, qui pourrait déjà faire aussi pas mal changer les choses pour les générations futures en tout cas. Il y avait une autre question, ouais. Oui, bonjour. Je voulais dire que j'adhère à vraiment tout ce qui a été dit et je suis ravie de cette conférence. Par contre, j'ai quand même un bémol, il y a un truc là qui vient de me choquer, je voudrais qu'on en parle. C'est d'entendre dire du bien de Mankind Project. Mankind Project, c'est une association viriliste, anti-féministe, qui est qualifiée par la Minivillesse de limite sectaire, qui a donné lieu à des suicides aux États-Unis. Alors peut-être que je suis mal renseignée, mais j'ai quand même vraiment du mal à comprendre qu'on peut faire l'apologie de ce truc tout en se disant écoféministe. Alors, elle parlait des MKP en disant, bon, alors je ne connais pas du tout assez pour savoir. Moi, j'ai vu, en revanche, dans mon entourage, des hommes vraiment se transformer suite à ça, et je pense que si en France, il y avait une apologie écoféministe, ces hommes-là n'auraient pas adhéré. Après, c'est quand même une association, quoi, c'est une société américaine, parce qu'il y a du business là-dessous. Donc, voilà, je ne suis pas en train de dire c'est génial, je ne connais pas assez. En revanche, il y a un truc que je vais prendre au vol, parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, les trucs limite sectaires, mais je m'en fous, mais la mévilude, mais je leur reconnais aucune compétence. Ils sont incompétents dans tout ce qu'ils font. Je lis tous leurs rapports. Ils sont jamais allés voir, c'est encyclopédique et jamais expérientiel. Donc, moi, je suis 5 sectes à moi toute seule. Donc, entre la naturopathie, la respiration holotropique, la magie, de toute façon, donc,
pour moi, ils n'ont aucune valeur en tant que capacité à dire oui ou non, ces gens-là sont compétents ou pas à faire ce qu'ils font. Le seul truc qui m'intéresse chez les MKP, parce que pour le moment, il n'y en a pas d'autres qui occupent ce territoire, et messieurs, allez-y, c'est effectivement l'idée de faire réunir des hommes dans la nature, de les faire travailler sur leurs émotions et de chercher à les reconnecter à leur propre pouvoir. Voilà, c'est la seule chose que je sais. En plus, comme justement tout ça est très secret, etc., j'en connais pas plus et j'ai pas été du tout étudier les dessous de tout ça. À côté de ça, moi j'ai quand même fait il y a des années ouais, genre j'avais 25 ans, c'est mon premier truc de développement personnel. Ça s'appelait Landmark Forum. Landmark Forum, ils ont dû quitter la France après parce qu'ils se sont pris toute l'administration dans les dents. Pour exactement les mêmes raisons. C'était une entreprise américaine. Il y avait 2-3 choses où ils étaient limite plus en termes de droit du travail d'ailleurs que en termes d'abus des personnes. Moi, je peux dire que ce qu'ils faisaient, ça faisait une vraie différence dans l'existence. Et moi, ça m'a fait une vraie différence dans mon existence parce que je suis quelqu'un normalement sain, normalement enraciné dans ma place, etc. Donc, voilà, il y a des choses qui vont convenir à des personnes, d'autres pas convenir à d'autres. Je ne peux pas relever le débat sur eux en particulier, mais je vous dis, en revanche, la Mivilude, mais alors, voilà quoi. Bien bonjour à eux s'ils sont là. Ah non, non, mais parce qu'ils nous suivent, ils étudient des trucs, mais de toute façon, c'est comme une vague. C'est un barrage contre le Pacifique. Mais pour les raisons qu'on disait antérieurement. C'est-à-dire que nous, bah, bien sûr qu'on va être des mouvements décroissants, bien sûr qu'on va questionner la consommation, bien sûr qu'on va questionner une politique anti-migratoire qui va faire porter la responsabilité à l'autre et jamais à nous-mêmes. Donc, on n'est pas politiquement correct, donc on va trouver tous les moyens possibles de décrédibiliser. Et autant, je trouve ça super important d'être vigilant, à ne pas abuser les gens en situation de faiblesse. Quoi. Voilà, on est quand même... je suis tout à fait d'accord, par exemple, à ce que l'ayahuasca soit interdit en France. Moi, j'ai aucun problème avec ça. L'ayahuasca, c'est donc cette fameuse liane. Voilà, qu'on aille la faire au Pérou, aller la faire dans son territoire, ça ne me pose pas de soucis. Et puis après, il y a tellement d'autres solutions qu'ils ne connaissent même pas, ces mecs-là, que de toute façon, si vous voulez vous envoyer en l'air de manière juste ou pas juste, vous trouverez. Quand on voit la cocaïne en France, comment ça circule, je me dis, mais ils ont du temps à perdre sur l'ayahuasca. Mais attendez, on meurt de rire, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais poser. Est-ce qu'on a une... Oui, on a encore une question. Mais la question, c'est la question de la liberté. Si pour vous c'est ok, mais pour moi c'est ok. Moi pareil, je le dis souvent à mes patients, je dis mais vous vous envoyez en l'air avec 20 personnes, mais si c'est votre éthique et que vous le faites dans le respect des autres, mais moi je suis ok, c'est peut-être pas moi ce que je vais faire comme choix dans mon existence, ou c'est peut-être ce que je vais faire, mais en tout cas, si c'est l'endroit où vous vous sentez bien, vous êtes libre de choisir cet espace-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va interroger toute la société, donc inclure ou exclure par rapport à cette norme-là. Et c'est là où la question est intéressante. En fait, je pense qu'une personne ou un couple ne peut pas être hétéronormé. En fait, hétéronormé, c'est la société qui est hétéronormée. Donc en fait, toi tu es hétéro, c'est bien comme plein de gens. Tu serais homo, ça serait super. Tu serais bi, tu serais asexuel, on s'en fout. Donc oui, c'est vrai que le terme hétéronormé en fait ne correspond absolument pas à une personne ou à un couple ou à un trouble.
c'est la société qui l'est actuellement. Oui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça en fait. Je sais pas, je trouve ça très marketing. Voilà, je trouve ça très marketing. Non, mais il faut pas. Comme ça, j'ai une identité identitaire, un peu marquée, puis dedans, dehors, enfin, comme on dit, out, il y a ce truc-là. Non, mais en fait, Attendez, je vais répéter ce on va juste répéter. La question se pose sur la thématique, enfin l'espèce de mot case d'hétéronormativité dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement, quand on l'aborde de façon un peu jetée sur la table comme ça peut créer un clivage. Et puis dans une volonté d'inclure tout le monde en disant bon allez on spécifie qu'on parle d'hétéronormativité pour inclure la communauté LGBT aussi, en fait au final est-ce qu'on ne fait pas aussi un peu un clivage et comment on gère ça et est-ce que c'est pas juste une question d'un carcan sociétal qui nous impose ça? En fait la case tu te mets dedans si tu veux. Moi, je suis sortie qu'avec des mecs, je me sens pas hétéro parce que je me dis que demain je peux tomber amoureuse d'une femme. Voilà, c'est. Donc je sais pas ce que je suis en fait, franchement, je pourrais pas me dire. Et après, par contre, il faut pas nier que la société actuelle, là, on est dans une société, on est tous blancs, quasiment. On est dans une société qui est hétéronormée, qui est faite et qui n'est pensée que pour les gens qui sont hétéros, qui sont en couple hétéro. Donc voilà, en fait c'est ça quand on parle d'hétéronormalité, on n'est pas en train de vous mettre chacun dans des cases, hein, c'est juste qu'on pointe du doigt une structure sociétale qui est à mon sens qui n'est pas normale. Ouais, toute la question c'est la norme, c'est pas la norme, c'est bien, c'est mal. Et finalement, c'est toujours réfléchir d'où est-ce que je pense. Parce qu'on est bien sûr le fruit de notre éducation, d'une culture, de ce que les médias vont nous transmettre, etc. Et alors, enfin, moi, je sais que ça a été très réjouissant de comprendre que je pensais à partir de là, mais que je pouvais penser à partir d'un autre endroit. Et quand on voit dans d'autres sociétés, dans certaines tribus, etc., où tout d'un coup... Un exemple qui n'a rien à voir et qui a tout à voir, et ça va vous faire frémir, j'adore, enfin, ou pas d'ailleurs. Il y a eu très récemment, c'était dans Le Monde, un homme australien qui a été emprisonné au Japon parce qu'en fait, il avait eu des enfants avec une japonaise et il n'a pas de droit de visite pour ses enfants. Il a voulu apercevoir ses enfants de loin et il a été mis en prison pour ça. Et les Japonais expliquent que pour eux, ce qui est prioritaire, c'est la stabilité de l'enfant et que grosso modo, les liens biologiques, ils n'en ont rien à faire. Et je trouve cet exemple vraiment super intéressant. Et ça parle de la norme, de notre norme. Nous, de notre côté, on a construit toute la société sur le biologique. Pourquoi? Pas parce qu'on est mieux que les autres, hein, juste parce que les mecs, ils voulaient savoir à qui ils transmettaient leur patrimoine. C'est la seule raison, hein, c'est une histoire de pognon. Mais moi, je trouve, bien sûr qu'au premier abord, on se dit oh ben non, un enfant, il devrait pouvoir avoir le droit de voir ses parents. Et puis finalement, si on considère d'une autre manière, on se dit, parce qu'on en connaît, et pour le coup je suis divorcée, donc je peux vraiment aussi, on en connaît des enfants qui sont passés d'une semaine à l'autre, et tout ça, et puis on voit aussi les mouvements psychologiques que ça génère chez les enfants. Et moi je trouve ça super intéressant de dire, ok, moi j'ai une norme, mais finalement la norme des autres, puisque c'est leur norme, elle est intéressante et elle peut venir m'interroger sur la mienne. Et voilà, moi c'est juste ça qui m'intéresse dans cette notion de norme appliquée au collectif. Comment ça vient bousculer mes propres frontières. Très bien, on a peut-être le temps pour une toute dernière question, si c'est rapide. Sinon, on est toutes là pour rester papoter avec vous dans la salle là-bas parce qu'il va falloir qu'on libère cet espace-là. Mais si vous avez d'autres questions, on peut aussi en discuter juste après. C'est OK pour tout le monde ?
Et ben merci à toutes et à tous.